Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. La prévention sur vos chantiers commence par vous. Un webinaire dédié à la prévention au risque de chute de hauteur sur les chantiers, les opérations qu'en tant que maître d'ouvrage vous menez. Ravi de vous accueillir. Je suis Karine Jeannot-Forestier, responsable de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre à l'OPP-BTP, l'organisme de prévention du bâtiment et des travaux publics. Nous allons passer 1 heure ensemble pour parler, comprendre ce que sont les risques sur un chantier, ce que sont les bénéfices d'une démarche de prévention et comment, avec l'ensemble des acteurs sur une opération de construction, eh bien, on peut œuvrer pour réduire les risques, lutter contre ces accidents. Je suis accompagnée de mes 2 confrères, David Philippi et Christophe Desplat. Je vais les laisser se présenter. David, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous, bien David Philippi, je suis en charge du Fonds national de prévention des risques professionnels à la CNRACL, qui est la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et des personnels hospitaliers. La CNRACL qui est gérée par la Caisse des dépôts et consignations. Merci David. Christophe. Eh bien, bonjour à toutes et à tous également. Je suis Christophe Desplat, je suis ingénieur conseil national en charge des activités du BTP à la Caisse nationale d'assurance maladie. Alors plus précisément, j'appartiens à la branche accident du travail et maladie professionnelle qui est l'assureur obligatoire des entreprises pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles. Merci David, merci Christophe. Nous sommes également accompagnés de Thomas Siligaris, responsable d'opération au domaine maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre à l'OPP-BTP, qui sera en régie et qui va être notre appui précieux pour vous communiquer tout au long de cette heure à passer ensemble dans le lien, dans le chat, tous les outils, toutes les solutions, toutes les informations que nous évoquerons ensemble, eh bien, il vous les partagera. Donc, un premier outil, le chat, n'hésitez pas à interagir avec nous. Et un deuxième outil, vous trouvez en bas de votre écran un petit bouton questions. N'hésitez pas là aussi, tout au long de cette heure à passer ensemble, à poser vos questions. Nous y répondrons au fil de l'eau. Et si vous souhaitez une réponse plus détaillée, laissez-nous vos coordonnées. On reviendra vers vous, David, Christophe ou moi, ou nos organismes respectifs. Voilà. Vos micros sont coupés, vos caméras aussi. Vous nous voyez, nous ne vous voyons pas, mais on va passer cette heure ensemble et donc attaquer directement notre sujet. Alors, on va commencer par poser le cadre. Christophe, je vous laisse la parole. Pourquoi est-ce qu'on va parler de chute de hauteur ce matin ensemble ? Eh bien, oui, le risque de chute de hauteur, on va le voir tout à l'heure. Je ne vais pas rentrer dans les détails dès maintenant, mais le risque de chute de hauteur est un risque grave d'accident du travail et c'est peut-être même le risque le plus grave puisque dans de nombreux cas, les accidents peuvent être mortels ou laisser de graves séquelles chez les personnes qui chutent. Voilà, le risque de chute de hauteur est un risque prépondérant contre lequel il faut vraiment agir. Merci Christophe. Alors, Christophe l'a dit, risque prépondérant. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait le choix de s'adresser à vous, maître d'ouvrage, donc collectivité, promoteur, bailleur, on vous sait nombreux ce matin avec nous. On entend encore trop souvent, et je pense que mes confrères pourront le confirmer, je suis maître d'ouvrage, mais c'est pas à moi de faire. J'ai une maîtrise d'œuvre, j'ai un coordonnateur sécurité protection de la santé, et puis ça revient aux entreprises de mettre en place les moyens nécessaires, les garde-corps, les équipements nécessaires à protéger les compagnons. Eh bien non, vous êtes le maître d'ouvrage, premier maillon de la chaîne. C'est vous qui allez décider de mettre les moyens, d'organiser, de prévoir, et on va voir ensemble comment pour que votre ambition en matière de prévention, elle permette in fine sur le chantier que les gens interviennent en sécurité. Voilà pourquoi nous nous adressons spécifiquement à vous ce matin. Alors, quand je dis nous, en effet, nous sommes 3. David, peut-être une explication sur la raison de nos présences aux uns et aux autres ce matin pour présenter le sujet ? Vous le savez, et nous le savons tous en fait, hein. Une démarche de prévention, c'est avant tout une chaîne, une coopération d'acteurs interdépendants. Alors, si je prends le cas d'une collectivité publique, un projet, par exemple, de construction, n'est pas à côté de l'activité de l'employeur. C'est un projet qui fait partie intégrante de son activité.
Un projet qui doit être pensé, préparé, conçu, y compris dans des problématiques de coactivité, d'axes de circulation et évidemment de prévention pour l'ensemble des intervenants et des professionnels qui poursuivent leur activité. Chacun est un professionnel dans son domaine, on en est convaincu. Et c'est justement parce que les acteurs sont multiples qu'il est important d'embrasser la problématique de façon globale, en assurant un webinaire commun entre nos 3 institutions. C'est ce que nous recherchons, l'assurance maladie, l'OPBTP et la CNRACL. Merci David. Donc voilà, le cadre est posé. Alors de quoi va-t-on parler ensemble? On va commencer par repréciser ce que sont les rôles et les missions de chacun. Vous, maître d'ouvrage, et ceux qui vous entourent. On entrera ensuite un peu plus dans le détail, les chutes de hauteur, quelles sont les conséquences de l'absence de prévention, quels sont les enjeux lorsqu'on met en place une démarche de prévention. On vous montrera que des choses existent, fonctionnent déjà et que des maîtres d'ouvrage comme vous ont déjà engagé des choses. Christophe nous en donnera des exemples très concrets. Et puis, pour vous aider à faire tout cela, parce qu'on aura posé la théorie, on ira sur le pratique, sur le concret, on vous apportera des éclairages sur ce que sont les aides, les conseils, les accompagnements disponibles. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous poser vos questions tout au long de cette intervention. Voilà, eh bien, entrons dans le vif du sujet. Comme je vous le disais, rôles et missions. Qui fait quoi dans une opération de construction? Alors, on va commencer par parler de vous, maître d'ouvrage. C'est vous qui décidez d'entreprendre une opération de construction. Et on va bien parler d'opération puisque vous êtes dès l'initiative au montage du projet. C'est vous qui décidez, qui connaissez le besoin qui est le vôtre de construire un établissement accueillant des personnes type une structure sociale, ou évidemment la construction d'un magasin, la construction de tout ouvrage, voire même un ouvrage d'aménagement public type route. Vous êtes à l'initiative du projet. Donc, ça veut dire que vous en définissez l'enveloppe budgétaire et les grands paramètres, la localisation, la taille, vous êtes à la manœuvre. Pour fixer cela en matière de santé sécuritaire au travail, vous allez vous entourer d'acteurs. Vous allez vous entourer d'une maîtrise d'œuvre et d'un coordinateur sécurité protection de la santé. Ce sont vos alliés, ce sont vos conseils et ce sont avec eux les démarches que vous allez entreprendre qui permettront in fine sur le chantier d'avoir les bonnes conditions de sécurité. Donc, pour organiser le travail, on va fixer le cadre. Ce sont les modalités pratiques de coopération. Vous en êtes à l'initiative avec l'aide du maître d'œuvre et du coordonnateur et vous les fixez ensemble. Vous allez également, au travers de ces démarches-là, eh bien, dès à présent, vous être à la manœuvre pour fixer l'ambition, les moyens communs, ce que vous mettez en place comme logistique, comme infrastructure pour que cette démarche de prévention soit effective sur le terrain. Donc, vous voyez, ce n'est pas un rôle anodin dès le départ de votre part dans la démarche de prévention. De façon très concrète, ça veut dire quoi? Vous allez devoir choisir les bons acteurs. Puisque je vous dis, entourez-vous des conseils que sont la maîtrise d'œuvre et la coordination SPS, mais vous n'allez pas aller chercher un coordonnateur SPS qui a l'habitude de travailler et qui a la compétence pour travailler, pour construire du logement, si vous avez un pont à construire. Je caricature, mais il est bien important d'aller chercher la compétence ad hoc en fonction de l'opération que vous menez. Idem pour votre maîtrise d'œuvre, mais idem aussi pour vos entreprises. L'entreprise de maçonnerie qui a l'habitude de construire du pavillon, de la maison individuelle, ne sera peut-être pas la plus pertinente pour faire l'extension de votre collège. Donc, bien entendu, la sélection des entreprises, dans sa compétence technique, mais dans sa compétence prévention, est un élément extrêmement important. Vous allez donc définir les règles en ayant choisi les bons acteurs et définir les règles d'organisation de votre chantier dès le démarrage, dès la phase conception, de façon à intégrer dans vos dossiers de consultation tous les éléments nécessaires aux entreprises, les éléments d'information sur ce que vous voulez, la façon dont les choses doivent s'organiser, mais aussi tous les documents qu'il vous revient de leur fournir, et notamment parce qu'il y a des démarches qu'il vous revient de faire, conduire les diagnostics, les déclarations de travaux, les déclarations préalables, toutes ces demandes qui vont permettre ensuite d'organiser le chantier. C'est à vous de les conduire et sont des informations à transmettre aux entreprises. Il faut bien avoir à l'esprit que
l'absence de ces informations ne permettra pas à l'entreprise d'organiser le chantier en sécurité pour ses compagnons. Tous ces éléments-là vont vous permettre de répondre, bien entendu, à vos obligations réglementaires. Mais l'enjeu, il est humain, il est économique, il est juridique. Et j'insiste, il est humain. Lorsqu'on a tout ça en place, in fine, on va aller là sur des éléments qui vous préoccupent et c'est normal que vous soyez un acteur public responsable du bon usage des deniers publics ou que vous soyez un constructeur, un opérateur, maître d'ouvrage privé. Ce que cela va vous permettre d'avoir, c'est une opération plus performante. On a parlé de l'humain. Une vie épargnée, des collaborateurs, des compagnons qui rentrent chez eux en bonne santé, ça n'a pas de prix. Mais vous allez également gagner en délai, en qualité d'ouvrage, l'image de votre chantier, le coût des interventions ultérieures. Tous ces éléments-là bénéficient d'une démarche de prévention menée en amont. Alors, quelques mots sur les acteurs dont je vous ai parlé et dont on va vous reparler tout au long de notre intervention, notamment Christophe dans la séquence suivante. Le maître d'œuvre, c'est donc celui qui trace les plans, c'est celui qui définit la dimension, le budget dans son détail, qui écrit la plupart du temps les pièces du dossier de consultation des entreprises. Il vous accompagne pour rendre effective le lancement de votre projet. Il conçoit l'ouvrage. Il le conçoit donc en envisageant l'exploitation de l'ouvrage, donc les interventions ultérieures. Lorsque une entreprise extérieure interviendra pour vérifier l'étanchéité des terrasses de votre bâtiment, il faut, dès sa construction, avoir envisagé que les collaborateurs qui interviendront soient en sécurité. Tous ces éléments-là vont être transcrits dans le cahier des clauses techniques particulières et dans l'ensemble des documents du dossier de consultation. Plus vous serez précis, plus vous serez exigeant et plus vous mettrez l'ensemble des acteurs de la chaîne en situation de contribuer, de collaborer à cette démarche de prévention. Et bien entendu, pour ce qui concerne le maître d'œuvre, en organisant tout cela au travers des modalités pratiques de coopération. Dans ce trio qui se retrouve dans les modalités pratiques de coopération, eh bien, on va trouver également le coordonnateur SPS, coordonnateur sécurité protection de la santé. Il est vraiment choisi en fonction de la nature de l'opération que vous menez. Son profil, sa compétence, sa formation sont en fonction de la nature des opérations sur lesquelles il intervient. Et il va donc, lui, veiller à la bonne mise en œuvre des mesures de prévention qui auront été prévues en amont, à les transcrire dans un document fondateur, qui est le plan général de coordination, qui va servir aux entreprises pour élaborer elles-mêmes toute leur documentation prévention et donc les outils de pilotage de leur démarche. Donc, élément important aussi de le nommer le plus tôt possible. Il contribue à la conception de votre ouvrage avant même que l'opération ne démarre. Donc, là encore, on le choisit en fonction de la nature de l'opération, on construit avec lui les modalités pratiques de coopération et on lui donne les moyens utiles pour agir. Pour un coordonnateur à qui on a donné trop peu d'heures d'intervention, n'attendez pas qu'il soit sur le chantier. Donc là encore, dimensionnez, interagissez avec eux pour véritablement avoir des présences, des compétences et des interventions de qualité à la hauteur de ce qu'est votre besoin. On a donc 3 acteurs posés. Je vais laisser la parole à Christophe. Christophe, maintenant, peut-on entrer dans le détail de ce que font les uns et les autres dans cette relation tripartite? Oui, merci Karine. On va regarder dans le détail, on va regarder avec un cas concret en fait, pour bien expliquer, pour essayer de bien formaliser les choses. Alors, comme vous l'avez dit, une coopération est essentielle entre le maître d'œuvre et le CSPS, coordonnateur de conception, coordonnateur de réalisation. Alors déjà, le coordonnateur de conception, comme vous l'avez dit, il est désigné le plus en amont possible parce qu'il va falloir qu'il définisse les objectifs de prévention. On construit un ouvrage qui est élevé, il va falloir accéder en hauteur, il va y avoir des choses à prévoir. On prévoit un pont, on doit penser qu'il franchit une rivière, on doit penser à la sécurité des salariés au cas où ils risquent de tomber à l'eau. Et donc le coordonnateur va définir des grands thèmes et des grands objectifs de prévention. Et s'il n'est pas désigné, bien évidemment, ça marche beaucoup moins bien. Et le maître d'œuvre traduit
ces objectifs en mesure opérationnelle dans les pièces écrites du marché. C'est là où la coopération entre les deux acteurs prend tout son sens, en fait. Le coordonnateur SPS va définir une mesure et le maître d'œuvre, va indiquer qui l'a mis en œuvre, dans quelles conditions, comment, pourquoi, jusqu'à quand. Et ensemble, le maître d'œuvre d'exécution et le coordonnateur de réalisation veillent au respect des dispositions qui sont prévues lors de l'exécution des travaux. Parce que lorsqu'on prévoit quelque chose, c'est pour le mettre en œuvre et le faire fonctionner. Alors, on va voir ça sur un exemple très, très concret. Auparavant, effectivement, il faut préciser que les entreprises adjudicatrices, celles qui vont avoir la charge de réaliser les travaux, elles vont devoir réaliser les prestations demandées et les mettre en œuvre et mettre en œuvre les moyens communs dont elles ont la charge. Ça n'est pas une option. Ça n'est pas quelque chose que l'on négocie en cours de route en disant bah oui, mais finalement vous m'avez demandé un échafaudage, mais je le mets pas. Et toutes les entreprises qui attendaient cet échafaudage, elles l'attendent et elles en ont besoin. Et puis les entreprises connaissent et utilisent au mieux les moyens qui sont mis à leur disposition. C'est ce qu'on va voir concrètement. Alors, quel exemple ? Par exemple, sur un ouvrage de logement en R+4, R+5, le coordonnateur SPS a dit il faut favoriser le transfert des charges horizontales et verticales. Et pour le transfert des charges verticales, à un moment donné, au moment des phases second œuvre, je propose que l'ascenseur définitif soit utilisé pour les besoins du chantier. Le maître d'œuvre va traduire ça de façon opérationnelle dans le CCTP de l'ascensoriste. L'ascensoriste, lorsqu'il va répondre à son marché, lorsqu'il va faire son étude de prix, il va savoir qu'il va devoir mettre l'ascenseur en service et le protéger, avoir une extension de garantie, une remise en un nettoyage à la fin du chantier. Et puis le maître d'œuvre, qui est un professionnel, va dire un ascenseur sans raccordement électrique, là aussi ça marche beaucoup moins bien. Et donc pour s'assurer que l'électricien et l'ascensoriste seront au rendez-vous pour mettre en service cet ascenseur pour les besoins du chantier, eh bien le maître d'œuvre va inclure dans le CCTP du l'électricien le fait de réaliser le raccordement qui va bien au moment qui va bien. Et puis, bon, je l'ai pas indiqué sur cette diapositive, mais les entreprises qui vont pouvoir bénéficier de cet ascenseur vont être informées parce que c'est important pour elles de savoir qu'elles vont pouvoir avoir une continuité de circulation et elles vont pouvoir intervenir sur ce chantier en s'équipant de matériel d'aide au transport de charge, au roulage de charge, comme vous pouvez le voir sur les petites photos qui illustrent cette diapositive. D'une part, donc l'ascenseur, la cabine d'ascenseur protégée pour une utilisation en phase chantier. Les intervenants de l'entreprise qui utilisent cet ascenseur avec des diables électriques ou des transpalettes électriques, par exemple, c'est ce qui est vraiment le mieux, et puis qui circulent à l'intérieur des coursives du bâtiment avec des matériels roulants et sans difficulté parce que on a veillé à ce que le chantier soit propre et par exemple on a veillé à ce qu'il n'y ait pas des câbles provisoires qui traînent partout et qui empêchent la rotation. Et vous allez me dire, oui, mais on est sur un webinaire travaux en hauteur, risque de chute de hauteur. Pourquoi le rôle de l'ascenseur? Eh bien, évidemment, parce que si l'ascenseur, il va permettre d'éviter les manutentions manuelles, il va aussi permettre d'éviter tout ce transfert de charge dans les escaliers avec des risques de chute importants et puis avec des efforts de transfert de matériel. Il va aussi permettre d'éviter les risques de chute tout court, puisque, comme vous le voyez, nous n'aurons pas des coursives encombrées qui vont servir de dépotoir, parce qu'évidemment, ça aussi, ça ne marche pas. Et même pour rentrer dans le bâtiment, on aura des rampes et vous n'aurez pas cet échafaudage, enfin cet empilement de palettes et de parpaings qui sont malheureusement très habituels sur les lieux et les entrées de chantier.
Et puis, cet ascenseur aussi, il va pouvoir permettre de passer des petites plateformes individuelles légères d'un étage à un autre, ou des petites plateformes mobiles d'élévation de personnel, des PEMP, qui vont là aussi favoriser la prévention du risque de chute de hauteur sur vos chantiers. Alors, ça, c'est pas une vue de l'esprit. L'assurance maladie risque professionnel a mené une étude et nous avons analysé les pratiques contractuelles sur des maîtres d'ouvrage sur 2175 opérations de toute taille, sur des opérations de logement, de bureaux, de maisons, des bâtiments industriels. Et nous avons mesuré, et nous avons la preuve, s'il fallait bien sûr l'apporter, que lorsqu'une mesure est prévue dans le dossier de consultation des entreprises, traduite de façon opérationnelle dans les pièces écrites rédigées par le maître d'œuvre, à la demande du maître d'ouvrage, eh bien, oui, la mesure a plus de probabilité d'être mise en œuvre correctement par l'entreprise, et pas qu'un peu, 2 fois plus de probabilité pour que cette mesure soit effectivement bien mise en œuvre. Donc, vous voyez que à l'instigation du maître d'ouvrage, la coopération entre le coordonnateur et le CSPS et la traduction dans les pièces écrites, c'est quelque chose qui est fondamental pour améliorer la prévention sur vos chantiers. Merci Christophe pour cet éclairage. On a une question de Philippe qui nous demande si le coordonnateur sécurité et protection de la santé est systématiquement obligatoire lors de travaux en hauteur. Et il nous dit que souvent il utilise le plan de prévention lorsqu'il n'y a pas de coactivité et que ce sont des petits chantiers. Christophe, qu'en pensez-vous? Que peut-on répondre à Philippe sur ces deux items? Alors, les choses ne sont pas aussi simples. En fait, les deux réglementations concernant la coordination SPS et la réglementation qui introduit le plan de prévention, ce sont deux réglementations qui datent pour la première de 93 et 94, pour la deuxième de 92. En fait, elles ont les mêmes objectifs, elles ont la même finalité et elles fonctionnent un petit peu sur le même principe, c'est-à-dire on discute, on coopère, on analyse, on travaille ensemble et on évite les risques ensemble. La grande différence, ça n'est pas la taille du chantier. La grande différence, c'est si on est sur un chantier clos et indépendant ou pas. Si vous êtes sur un chantier clos et indépendant, un bâtiment tout neuf qui se construit, vous êtes nécessairement sous le régime de la coordination SPS dès lors que vous avez plus d'une entreprise qui intervient. Ce qui est toujours le cas en fait, hein, dès que vous construisez un ouvrage, et puis effectivement avec des conditions bien particulières, dès lors qu'il y a des risques graves parmi lesquels figurent les chutes de hauteur. Quand est-ce que vous allez faire un plan de prévention? Eh bien, si vous êtes une collectivité par exemple, et puis que vous avez des ateliers municipaux et qu'il y a une fuite sur la toiture et que vous avez une intervention de courte durée à réaliser sur cette toiture-là, vous allez faire appel à une seule entreprise. Le chantier n'est pas clos et indépendant parce que vous allez intervenir sur un ouvrage qui est déjà construit et qui est déjà en cours d'exploitation. Mais par contre, il y a des risques. Il y a des risques, par exemple, si vous montez un échafaudage pour accéder sur la toiture, que ça gêne la circulation des camions sur le centre technique. Ou alors, si vous êtes obligé de chauffer pour étaler l'étanchéité, le complexe d'étanchéité, il va falloir faire un permis feu parce que vous avez peut-être en dessous des activités qui utilisent des solvants et on sait que les solvants et le chauffage, ça fait généralement pas bon ménage. Vous allez établir un permis feu. Dans ce moment-là, vous allez effectivement utiliser le plan de prévention, mais c'est pas parce que c'est un petit chantier, c'est parce que les entreprises qui interviennent sur des ouvrages qui sont en exploitation avec des risques d'interférence par rapport à l'activité que vous gérez. Merci Christophe pour ces précisions. Donc Philippe, comme vous l'a expliqué Christophe, ce n'est pas lié à la nature du risque, le fait de faire intervenir ou non un coordonnateur sécurité et protection de la santé. Alors, on a posé le cadre, on vous a expliqué ce qu'était finalement votre rôle, ou du moins réexpliqué, on est entré dans le détail. On va maintenant parler de conséquences, d'enjeux
ce que coûte au sens large du terme l'absence de prévention et ce qui est en jeu finalement lorsqu'on ne fait pas cette démarche-là. Christophe, je vous donne la parole pour nous donner quelques éléments statistiques, quelques données qui permettent à nos participants de mesurer ce dont on parle. Alors, quelques données statistiques effectivement sur les chutes de hauteur. Si on prend tous les éléments matériels qui peuvent être à l'origine des accidents et les accidents mortels, un mort sur deux est lié à une chute de hauteur dans le BTP. Un mort sur deux. Voilà, ça n'est pas un risque anodin, c'est un risque essentiel contre lequel il faut lutter. Essentiel, pardon, prépondérant, contre lesquels il faut lutter. 3/4 des accidents se déroulent dans des entreprises de petite taille, de moins de 50 salariés. Ce sont ces entreprises-là qui ont vraiment besoin d'une bonne coordination. Alors évidemment, les majors, ils ont aussi besoin d'une bonne coordination, mais ils ont des moyens qui leur permettent de bien travailler, peut-être de mieux travailler. Les petites entreprises, elles ont vraiment besoin de la coordination qui est mise en place par le maître d'ouvrage, par le maître d'œuvre et par le coordonnateur SPS. Et puis, les chutes de moins de 3 mètres représentent un accident grave sur 2. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un accident grave? Eh bien, selon la définition de l'assurance maladie risque professionnel, un accident grave, c'est quand vous avez une incapacité permanente. Ça veut dire que vous ne retrouvez pas l'état de santé qui était le vôtre avant l'accident. C'est un accident qui laisse des séquelles. Et un arrêt lié à une chute dure en moyenne 4 mois, 120 jours. 120 jours. Vous voyez que c'est quelque chose qui n'est pas anodin, là non plus, puisque la durée moyenne d'un accident, tout risque confondu, est d'environ 80 jours. Un accident lié à une chute de hauteur, c'est 120 jours. Ça montre vraiment la grande gravité générale de ces accidents. Ça concerne les entreprises de travaux. Mais en tant que maître d'ouvrage ou en tant que maître d'œuvre, si vous participez à ce webinaire aussi, vous avez des salariés qui interviennent sur les chantiers dans le cadre de leur mission de suivi pour vérifier que le chantier avance bien, pour vérifier qu'il n'y a pas de risque de malfaçon, pour vérifier que c'est bien la bonne couleur qui est appliquée sur les murs ou bien la bonne moquette ou le bon parquet qui est posé dans les appartements. Eh bien, il faut savoir que vos salariés, les salariés qui ont ces missions de maîtrise d'ouvrage mais de maîtrise d'œuvre, sont exposés à des risques d'accident lorsqu'ils interviennent sur les chantiers dans le cadre de leur mission. En 2021, nous avons dénombré, pour ces professions-là, pour vos professions, près de 700 accidents sur le lieu du chantier. Alors, je ne parle pas d'accidents de voiture en allant sur le chantier, non, je parle bien d'accidents sur le lieu du chantier, dont 44 accidents qui ont généré une incapacité permanente. C'est ce que j'appelle des accidents graves et un accident mortel, malheureusement. Tous ces accidents ont généré au moins 60 000 journées perdues de travail, pendant lesquelles les personnes ont été en arrêt de travail, soit l'équivalent de 273 emplois à temps plein. Allez, c'est l'équivalent de pratiquement 3 personnes arrêtées par département en France. Vous voyez, quelle que soit votre région, on est très proche de vous et très proche des réalités de votre métier. Et donc, les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre ont une double responsabilité vis-à-vis des entreprises intervenantes dans le cadre de la coordination SPS, comme nous l'avons évoqué depuis le début de ce webinaire, mais aussi vis-à-vis de leurs propres salariés ou agents. Et malheureusement, très très souvent, on constate que les salariés qui effectuent des missions de maîtrise d'œuvre ou de maîtrise d'ouvrage ne sont pas conscients des risques, ne sont pas suffisamment formés et ne prennent pas forcément les bonnes décisions lorsqu'ils interviennent sur les chantiers. Merci Christophe. David, je vous laisse la parole pour les collectivités. Voilà.
Côté collectivité, David, quel est le constat? Alors là, le petit préalable sur les collectivités, les chiffres que je vais vous présenter concernent les collectivités locales et les établissements hospitaliers et pas uniquement sur leur positionnement en tant qu'accueillant, on va dire, des entreprises, mais bien sur l'ensemble de leurs agents, environ 900 000 agents entre 2020 et 2022. Ce qu'on peut constater, et vous le constaterez très vite, c'est que évidemment les chiffres ne sont pas en perspective par rapport à ceux du BTP. On n'est pas sur les mêmes activités. Ceci étant, il démontre quand même une forte prégnance de cette problématique. Pourquoi? Parce que la sinistralité est déjà importante. 10 000 accidents en 3 ans. 6% des événements, on peut penser que ce n'est pas énorme, mais dans des collectivités, des établissements qui ont plutôt des problématiques liées à des troubles musculo-squelettiques, des chutes de plein pied, etc., ou des accidents de trajet, on est dans quand même des éléments qui sont relativement conséquents. Ce qui est conséquent, c'est surtout que ces accidents engendrent des arrêts. Les 2/3 engendrent un arrêt. On constate un pourcentage un petit peu supérieur pour la fonction publique territoriale, mais ce n'est pas le plus signifiant. Et ces arrêts se traduisent en moyenne par 40 jours d'arrêt, c'est-à-dire un petit peu plus, on va dire, de 1 mois et demi. 1 mois et demi, ça veut dire que c'est 1 mois et demi où il faut organiser l'activité pendant que la personne est en arrêt. Évidemment, ça tombe jamais, on le sait bien, au bon moment. Alors, au-delà de l'aspect santé, de l'aspect dommage, de l'aspect humain quelque part, puisque là, on est vraiment sur l'aspect humain, pour l'employeur, ces accidents, ces arrêts entraînent des impacts économiques et des impacts organisationnels. Alors, au-delà de cela, on constate, et c'est quand même peut-être le plus surprenant, que les chutes de hauteur ne sont pas corrélées au genre. Elles ne sont pas corrélées à l'ancienneté dans le poste. 40% des accidents pour des agents qui ont moins de 10 ans d'ancienneté, 40% pour plus de 15 ans. Donc, pas de fait discriminant, si je peux m'exprimer ainsi. Alors oui, les chutes, il y a un risque accru quand l'âge avance. Ce n'est pas totalement illogique, mais pourtant, on a quand même un quart des chutes qui concernent des personnes qui ont moins de 40 ans. Alors, ce qui est compliqué dans ce cadre-là, c'est qu'on ne voit pas exactement quelle conclusion en tirer directement. En fait, il y en a une, elle est assez simple, c'est que vu que ça touche tout le monde, quelle que soit l'ancienneté, quel que soit le genre, quel que soit l'âge, c'est la nécessité de déployer tout simplement une prévention qui soit soutenue auprès de tous les professionnels, quels qu'ils soient, et d'avoir une forme de symétrie des attentions, y compris pour ces agents, pour les collectivités publiques et pour les professionnels externes intervenants. Merci David. Donc, mes deux confrères ont posé les chiffres de l'impact en termes humains de cette non-prévention. Moi, je vais essayer de vous éclairer sur ce que sont finalement les enjeux aussi au-delà des conséquences humaines. Et je vous propose une petite vidéo pour poser le propos et voir finalement comment les choses sont corrélées entre elles lorsqu'on parle de chute de hauteur. Merci Thomas de lancer cette vidéo. Ça va? Ça va? Allez, on y va. Question sur le toit les deux. Donc, mais ça avance bien, on est content. Tiens, voilà le patron. Ah, bonjour monsieur Richard. Ouais, bonjour, bonjour. Salut fils. Bonjour papa. Vous m'aviez pas mis ce truc-là dans le devis? L'échafaudage? Oui. Mais si vous inquiétez pas, c'est compris dans le prix, monsieur Richard. Ah bon? Oui. Ah ça, c'est bien ça. Non, parce que j'étais inquiet. Il s'agirait pas qu'il y ait un de vos gars qui se tue dans la cour. Hein. Non, ça, c'est bien. Bravo, bravo, bravo. T'as vu le client?
plus on travaille en sécurité, plus on s'organise. Et plus on s'organise, plus on est bon. Prévention, qualité, business. Ça va très bien ensemble. Prévention, qualité, business. C'est pas un vocabulaire qu'on a l'habitude d'associer. Et pourtant, lorsqu'on étudie le sujet d'un peu plus près, les choses sont totalement cohérentes. Je vous présente là un schéma issu d'une étude qui a été menée par des économistes et une CARSAT, donc l'assurance maladie et les économistes de la construction, qui ont observé ce qu'étaient les conséquences pour l'ensemble des acteurs et donc pour vous, maître d'ouvrage, de la non-prévention. Alors, le retard de planification, l'image dégradée du chantier, les relations tendues, la source de travaux supplémentaires, on l'a déjà évoqué dans nos propos, les uns et les autres, jusque-là. On va avoir bien sûr l'accident de travail, mes collègues viennent d'en parler, c'est le drame humain. La diminution de productivité, ce temps passé, cette perte de qualité de l'ouvrage que l'on livre et finalement l'ensemble des risques d'arrêt de chantier parce que vous n'avez pas respecté vos obligations et que les organismes de contrôle, à juste titre, vont arrêter l'activité pour éviter qu'un compagnon, un salarié ou l'un de vos agents ne se blesse. Tous ces éléments-là, eh bien, défavorisent la bonne livraison de l'ouvrage de qualité, génèrent potentiellement du risque pour les agents de vos collectivités et pour les salariés qui interviennent et sont dus à l'absence d'une démarche pensée très en amont. Donc l'enjeu humain n'est pas le seul et finalement, faire de la prévention, engager cette démarche-là, va nourrir, alimenter bien d'autres avantages que celui de protéger l'individu, même si c'est finalement le plus important. Alors, on va parler de performance globale, performance économique, technique, sociétale. Je l'ai dit, on réduit les aléas et donc le coût de production, on gagne en qualité d'ouvrage quand on n'a pas à faire des interruptions, où on a des personnes qui interviennent dans de bonnes conditions sans difficulté de tâches et en étant en sécurité. Les coûts de maintenance et d'entretien, on l'a dit tout à l'heure, Christophe a évoqué ces cas où on va avoir à intervenir sur une terrasse, eh bien, tous ces éléments-là gagnent à avoir été prévus en amont. On va contribuer également positivement à l'évolution sociale, à préserver l'intégrité des individus. Il en est de votre responsabilité, comme de celle de chacun des acteurs de la chaîne. Et finalement, ce sont aussi faire progresser les modes d'organisation sur le chantier, les modes constructifs et donc nos standards. Il ne suffit pas de dire on a toujours fait comme ça. On peut changer les choses quand des vies sont en jeu et quand cela sert l'enjeu de qualité, l'enjeu économique, l'enjeu technique. C'est une question d'image aussi. L'étude menée par l'Intec et la CARSAT, les CARSAT l'ont démontré. Une question d'image et de notoriété. Et bien entendu, je vous l'ai dit, on l'a répété plusieurs fois, bien entendu, un enjeu juridique et réglementaire. Voilà finalement les grands paramètres à avoir à l'esprit quand on débute une opération et pour être, si c'est encore nécessaire, convaincu de devoir agir. Alors, quand on dit devoir agir, comment, me direz-vous? Donc, on a jugé utile de vous présenter quelques cas parce que trop souvent, on s'entend dire, et je pense que David et Christophe ne me contrediront pas, oui, mais moi, je ne sais pas, je n'ai pas les outils, je n'ai pas les solutions, et donc, on en arrive à la conclusion, ce n'est pas à moi de faire. Eh bien, je vais vous présenter un premier exemple d'un maître d'ouvrage, un bailleur social, qui s'est emparé du sujet, qui a constaté ce qu'étaient les conséquences d'un manque d'organisation sur son chantier, un manque de prévention, un manque de prise en compte de certains paramètres de santé et sécurité au travail sur son chantier, et qui a donc pris l'initiative de mener une démarche de prévention. Et nous l'avons mesurée, cette démarche. L'OPP-BTP a déployé depuis 2012 un outil visant à mesurer économiquement, techniquement, humainement les effets et bénéfices, j'ose utiliser le terme, d'une démarche de prévention. Donc, nous menons des observations, nous étudions, nous sommes adossés à des experts, des économistes, puisque ce n'est pas le métier de l'OPP-BTP, pour vous permettre d'avoir des éléments concrets, factuels, sur ce que rapporte la prévention, le gain direct d'une démarche de prévention. Donc, l'exemple que vous avez là, c'est celui d'un bailleur social donc en Gironde.
on parle d'une opération de construction de logement sur un bâtiment R+3. Et le constat qui est fait sur les tranches précédentes et les bâtiments précédents, c'est on monte et on démonte l'échafaudage souvent, chaque corps d'État amène son propre équipement, ce qui veut dire qu'on accroît le risque en phase de montage et démontage, on accroît les coûts et finalement on ralentit l'opération dans sa globalité. Donc la proposition qui est faite par le maître d'ouvrage, assisté de sa maîtrise d'œuvre et de sa coordination SPS aux entreprises, on a 5 lots qui sont concernés, couvreurs, menuisiers, lapistes, enduiseurs et peintres façadiers. La proposition qui est faite, eh bien, c'est de mettre en commun des protections collectives, des moyens de protection collective, en facilitant les opérations d'approvisionnement par la mise en place d'un échafaudage de pied commun et une recette à matériaux. Donc, on va tenter eh bien, de faciliter les opérations, de sécuriser les interventions et de réduire les coûts liés au temps de montage, de démontage et aux aléas associés également. Alors, je vous passe le détail. Thomas vous a passé dans le fil de conversation le détail et le lien pour aller consulter sur le site MOA Bâtissez en prévention de l'OPP-BTP cet exemple. La conclusion à laquelle on arrive, c'est que ce maître d'ouvrage, pour 1 euro investi, a fait un gain d'1,38 €. C'est peu, me direz-vous, mais faites le calcul à l'échelle de l'opération globale. Faites le calcul lorsque on multiplie ces actions de prévention. L'image que nous avons tous, cette croyance du la prévention coûte, c'est l'investissement du départ que l'on regarde, mais on ne s'inscrit jamais dans la durée et on ne prend en considération trop souvent, malheureusement, que l'achat, que l'investissement de l'équipement, mais pas les bénéfices induits de cette action de prévention. Donc, voilà un premier exemple. Je vais laisser Christophe nous donner quelques autres éléments et nous parler notamment des thèmes opérationnels prioritaires. Oui, merci Karine. Eh bien, effectivement, pour l'assurance maladie risque professionnel, accompagner les maîtres d'ouvrage, c'est quelque chose d'essentiel. Et pour les accompagner, souvent les maîtres d'ouvrage nous disent mais par quoi commencer? Qu'est-ce qui on veut avancer, mais qu'est-ce qui est prioritaire? Et donc le réseau assurance maladie risque professionnel a travaillé sur ces thèmes opérationnels prioritaires que nous avons déclinés pour plusieurs types d'ouvrages. La construction de maisons individuelles, les ouvrages de type industriel ou commerciaux, les ouvrages de logement et plus récemment les ouvrages de travaux publics, les travaux publics. Et nous avons apparaître aussi bientôt des thèmes opérationnels prioritaires pour le secteur de la rénovation, puisque c'est quelque chose qui se développe énormément en ce moment pour toutes les raisons que vous connaissez, d'économie d'énergie, de réemploi du bâti, d'économie du foncier. Et donc, ces thèmes opérationnels prioritaires permettent aux maîtres d'ouvrage de définir des mesures simples, efficaces, à mettre en œuvre sur leur chantier, à travailler avec le coordonnateur SPS, bien sûr, et à traduire de façon opérationnelle avec le maître d'œuvre dans les pièces écrites. On y revient. Et nous accompagnons environ 500 opérations chaque année avec plusieurs centaines de maîtres d'ouvrage différents pour pouvoir avancer ensemble sur cette meilleure mise en œuvre de moyens communs, d'infrastructures communes et pour une meilleure coordination. Alors, je vous propose de regarder le petit film que Thomas va lancer. Merci Thomas. Vous êtes chez Tandem, une société d'économie mixte, on est basé à Belfort. Notre objet social, c'est le développement économique des entreprises qu'on installe et des entreprises avec lesquelles on travaille. Notre levier, notre champ d'action, c'est l'immobilier d'entreprise, l'immobilier tertiaire, l'immobilier industriel. Et notre spécificité, c'est de démolir de temps en temps, rénover, construire, réhabiliter des bâtiments. On ne s'est pas réveillé un matin
en se disant tiens, est-ce qu'on ferait de la sécurité? Non, en fait on porte ces gènes en nous depuis toujours. On se préoccupe de la sécurité des salariés des sociétés qu'on fait travailler et de nos propres salariés évidemment. Nous avons intégré les mesures TOP dans nos opérations dès notre arrivée dans la société en 2010. Mesures mises en place grâce aux formations et aux préconisations de la CARSAT. Nous avons travaillé avec nos maîtrises d'œuvre et CSPS dès la conception des chantiers pour intégrer les mesures TOP. Aucun document de consultation des entreprises n'est émis si ce travail n'a pas été réalisé. La politique sociale RSE de l'entreprise, ça passe par la sensibilisation de notre personnel et plus particulièrement par des plans de formation, surtout sur le personnel technique. Les mesures TOP, même si elles n'avaient pas cette appellation, ont toujours et seront toujours intégrées dans nos opérations de construction, de rénovation et de maintenance de nos bâtiments. Le programme Risque Chute Pro BTP nous conduit à avoir une véritable action de partenariat avec la maîtrise d'ouvrage, de la naissance jusqu'à la concrétisation du projet. L'organisation de la prévention par la mise en place de l'ensemble de ces démarches permet aux salariés du BTP de travailler en toute sérénité et de se concentrer sur leurs propres tâches. Pour réduire la pénibilité sur les chantiers, on met en place des moyens tels qu'ascenseurs, grues, qui serviront à l'ensemble des corps d'État. Afin d'améliorer l'hygiène sur les chantiers, nous installons une base vie commune qui contient une salle de repas, des vestiaires, des sanitaires et l'ensemble est géré par une entreprise de nettoyage. Merci Thomas. Et vous voyez un maître d'ouvrage convaincu s'il en est. Nous avons eu beaucoup de plaisir à travailler avec lui, travaillons encore avec lui, et nous sommes à la disposition tous les maîtres d'ouvrage qui voudraient aussi se lancer dans ce travail collaboratif avec l'assurance maladie risque professionnel. En région, vos beaux interlocuteurs sont les CARSAT et l'ACRAMIF en Île-de-France ou les CGSS dans les départements d'outre-mer, puisque nous sommes présents sur tout le territoire. Et nous travaillons avec vous dès la phase conception, avec vos équipes de maîtrise d'œuvre et votre coordonnateur SPS, et avec vous-même bien entendu, et nous poursuivons cet accompagnement tout au long de la phase de réalisation pour voir que si les engagements sont bien tenus, et puis à un moment donné s'adapter, vous faire part de notre expertise aussi pour la mise en œuvre de ces mesures lorsqu'il y a besoin. Alors l'offre d'accompagnement est multiple, mais ce que je peux dire, c'est que c'est un accompagnement qui est très efficace, puisque par rapport à l'étude que nous avions menée en 2019 et 2020 sur les chantiers que nous accompagnons désormais, en fait, nous constatons que les mesures TOP qui sont intégrées dans les marchés sont en progression de plus 50%. Voilà, et que les mesures intégrées qui sont mises en œuvre effectivement, elles sont en progression de plus 70%. Donc vraiment, si vous voulez progresser sur vos chantiers et aller vers plus de sécurité, n'hésitez pas, faites appel à votre CARSAT et aux ingénieurs, conseils et contrôleurs de sécurité de ces caisses pour vous accompagner. Nous poursuivons cette action au moins jusqu'en 2027. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis l'assurance maladie et risque professionnel, ce sont de nombreuses études de performance en collaboration avec l'Intec. Karine en a parlé précédemment. Des témoignages de maîtres d'ouvrage comme celui de Tandem que vous pouvez retrouver sur notre site internet Amélie, sans E, assurance maladie en ligne. Voilà, je ne m'étends pas davantage, contactez-nous et vous verrez toute l'étendue des services que nous vous proposons pour améliorer la prévention sur vos chantiers. Merci Christophe, et j'en profite pour préciser que c'est les deux vidéos que nous vous avons partagées. Christophe l'a dit, vous la retrouvez pour la vidéo Tandem sur le site de Amélie. Vous retrouvez ces deux vidéos, le film complet de la campagne Travaux en hauteur sur le site de l'OPP BTP ou sur le site de l'OPP dédié à la maîtrise d'ouvrage, dont je vais vous parler maintenant, puisque nous entrons sur notre dernière séquence. On va vous proposer des ressources, des informations, de la documentation, du conseil
à consulter, à vous approprier. Donc, une première source d'information, c'est le site ouvert par l'OPP-BTP en avril 2023. Donc, notre site a plus d'1 an maintenant. MOA bâtissez en prévention. Le titre est assez explicite. On a construit avec l'aide de nos partenaires, puisque vous y retrouvez les ressources de l'assurance maladie, des CNAM, de la CNAM, pardon, de certaines CARSAT, de l'INRS et d'autres partenaires de la branche, tels que la SMA BTP, la Fédération Sinov de maîtrise d'œuvre. Donc, autant d'acteurs impliqués dans la démarche de prévention. Donc, ce site, il vous est dédié. Les conseils que nous vous proposons, les documents qui sont accessibles et totalement téléchargeables gratuitement sont dédiés à la maîtrise d'ouvrage pour vous aider à comprendre, à adapter vos politiques, vos pratiques ou débuter une démarche et agir en prévention. Donc, de façon très pragmatique, vous avez une première approche qui va vous permettre de comprendre, donc avec des explications simples, des renvois vers des explications plus détaillées, dont certaines vous ont été partagées par Thomas ce matin, quand on vous parle du maître d'œuvre, quels sont ses rôles précisément, qu'est-ce qui encadre la relation entre un maître d'ouvrage public et un maître d'œuvre, par exemple, tout cela, eh bien, vous le trouvez dans les renvois des petits onglets qui se trouvent sur ces pages-là. Et puis, de façon très concrète, les outils. Donc, des boîtes à outils, vous voyez une page « Outils pour comprendre » qui vous permet d'aller vers des guides, des outils pratiques. Tout cela est téléchargeable. Depuis peu, une foire aux questions également. Tout ce que vous pouvez vous poser comme question, des réponses simples, immédiates et directement utilisables, j'allais dire, dans vos pratiques ou pour vous aider à mettre en place les bonnes pratiques. Donc, ce site, il est immédiatement disponible. Les outils que nous vous avons présentés ce matin, que ce soit ceux de l'assurance maladie ou de l'OPP-BTP, vous les trouvez. Et c'est également le site sur lequel nous partageons nos communications et nos actions communes avec le Fonds national de prévention de la CNRACL. Christophe, en ce qui concerne l'assurance maladie, je reviens vers vous. Quelques outils, conseils et démarches possibles par les maîtres d'ouvrage pour aller plus loin en prévention? Oui, pour aller plus loin, alors souvent on nous demande si l'accompagnement dont j'ai parlé était gratuit. Oui, bien sûr, il est gratuit, il est rémunéré, payé par les cotisations des entreprises au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. Mais non seulement cet accompagnement est gratuit, mais en plus, depuis le 18 janvier 2024, nous avons signé une convention avec la Fédération des promoteurs, la Fédération des bailleurs sociaux, des constructeurs de maisons individuelles et des aménageurs, qui permet de vous aider financièrement à mener vos projets de prévention. Alors, si vous êtes promoteur ou si vous êtes une collectivité territoriale, si vous êtes aussi un maître d'œuvre et que vous avez des salariés du régime général, si vous cotisez à l'assurance maladie risque professionnel au titre des régimes général, nous pouvons vous accompagner et financer vos projets. Alors, très rapidement, nous pouvons vous aider à financer des formations pour l'appropriation et la promotion d'une culture de prévention. Les mesures top, mais si vous avez également des chantiers avec des amiantages ou avec un risque plomb, nous pouvons vous former et vous faire monter en compétences. Nous pouvons prendre en charge aussi des études techniques et des missions spécifiques qui permettent d'intégrer la prévention. Des études logistiques, une mission logistique sur chantier pour accompagner les entreprises, des études ergonomiques aux accès des postes de travail et d'entretien, des missions géotechniques, puisque c'est important aussi, une assistance en cas de sol pollué. Voilà, là aussi, quel que soit votre sujet, n'hésitez pas à nous consulter. Nous pouvons aussi, pour les constructeurs de maisons individuelles qui ont un modèle économique un peu particulier, nous proposons aussi de financer des matériels qui peuvent être réutilisés d'opération en opération, tels que des protections de trémies ou alors la mise à disposition d'échafaudages ou de base-vie, notamment en relation avec les aménageurs. Et puis, nous pouvons aussi financer des matériels, des équipements ou des formations pour la prévention des risques lors de la gestion d'immeubles,
notamment peut-être une remise en conformité des protections périphériques sur les toitures terrasses et aussi des protections des puits de lumière. Autant de choses qui sont très très importantes en matière de prévention des risques de chute de hauteur. Merci Christophe. David, pour ce qui concerne le Fonds national de prévention de la CNRACL, également des solutions accessibles directement, des outils pour faire? Oui, très, très clairement. Tout est à disposition, tout est gratuit, évidemment, sur notre site. Qu'est-ce que vous allez trouver? Une offre de services relativement complète, des retours d'expérience ancrés dans le réel. Il ne s'agit pas d'expliquer dans un guide de 254 pages comment un monde idéal pourrait être réalisé, mais bien de partir des difficultés des collectivités, des établissements, et d'expliquer comment elles ont tenté de les surmonter. Donc vous retrouverez également des outils, des guides, des bonnes pratiques, des recommandations, évidemment les relais des différents documents que peut produire le PBTP ou la CNAM en la matière, puisque là, autant aller directement voir les professionnels en la matière. Des analyses juridiques également avec un site dédié qui s'appelle l'Espace Droit de la Prévention. Ce n'est pas pour faire du conseil juridique, mais au moins un site dédié à au domaine juridique. Et puis enfin, la possibilité de bénéficier d'accompagnement financier. Alors les accompagnements financiers, ils sont relativement simples, si je vais à l'essentiel. Un employeur public, c'est évidemment pour les employeurs publics qui relèvent de la CNRACL, ça va être pour mener une démarche de prévention. Qu'est-ce qu'on entend, nous, par démarche de prévention? C'est une démarche projet qui associe le collectif de travail, qui ne se contente pas d'un diagnostic, qui a comme objectif et comme finalité, évidemment, de déployer un plan d'action. Et donc là, quelque employeur public relevant de la CNRACL que ce soit peut nous solliciter pour, par exemple, mener une démarche de prévention des chutes de hauteur, avec des montants qui peuvent varier selon la taille de l'employeur, entre 10 000 et 50 000 euros d'accompagnement, donc c'est relativement conséquent. Tous les employeurs n'ont pas les ressources, n'ont pas forcément les moyens de mener des démarches de prévention complètes, mais en revanche, ils ont peut-être des besoins en matériel. Et depuis le début d'année, on expérimente un peu un remboursement de matériel de prévention des risques professionnels réservé aux plus petits employeurs, et là très clairement dans le cadre de chutes de hauteur pour leurs propres agents, mais également pour des intervenants tiers. Ça peut être assez intéressant. On va jusqu'à 3 000 euros et on vise à couvrir 80% de la dépense réalisée. Donc voilà très rapidement ce que peut proposer le FNP de la CNRACL, un volet financier, parce que l'argent est toujours nécessaire, mais également des conseils et des retours d'expérience ancrés dans le réel, parce qu'il nous semble que c'est ça qui est important, partir du réel pour le transformer. Merci David, merci Christophe. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. Alors on a pu répondre au fil de l'eau aux questions, aux réactions des uns et des autres. Il nous reste quelques minutes, on est pile dans le timing. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je vous rappelle donc que tous les outils qui vous ont été partagés par Thomas, vous pouvez les retrouver donc sur le site MOA Bâtissez en Prévention, également sur les sites de mes collègues qui viennent de vous présenter, le site amélie.fr, le site de la CNRACL avec tous les outils du Fonds national de prévention. Ce sont des solutions. Les équipes en région, Christophe l'a dit, les CARSAT sont à votre écoute. Nous-mêmes, au PPBTP, nous sommes également à votre écoute. Donc, n'hésitez pas. Nous avons des questions peut-être. Je regarde dans le chat. Je laisse mes collègues réagir également. Alors, oui, Karine, il y a justement une question qui est posée à la CNAM. Les collectivités peuvent-elles également bénéficier d'une aide de la CNAM telle qu'elle a été présentée? Alors la réponse est oui. Sous certaines conditions, évidemment. Alors, la première condition que j'ai dit, effectivement, il faut avoir des salariés au régime général, des agents contractuels, en fait, sous contrat. Et puis, il y a une autre condition, il faut être un employeur qui n'emploie pas plus de 200 salariés. Ce sont des seuils qui sont fixés par les règles assurantielles. Mais vous voyez que ça couvre un très grand nombre de collectivités. Donc la réponse est oui majoritairement. Voilà.
Merci Christophe. Une autre question qui nous est posée par Arnaud concernant donc le CSPS. Qu'est-ce qu'on fait quand on constate qu'il n'est pas assez présent sur un chantier? Donc on vous rappelle encore une fois, c'est à vous de dimensionner dès le départ ce que va être votre opération, le temps qu'il va devoir y passer. Donc les moyens que vous lui avez donnés conditionnent le temps qu'il passera sur le chantier. Donc ça, c'est un élément important. Reprenez la main, vous devez revoir avec lui et pourquoi pas, eh bien, ça peut conduire parfois à dénoncer le contrat si vous constatez que la mission n'est pas remplie telle que vous l'attendez, mais telle qu'elle a été prévue dans le contrat. Et j'insiste bien, c'est à vous de lui donner les moyens d'agir. On a d'autres questions qui nous arrivent. Alors, pour ce qui est du diaporama que nous vous avons présenté, vous pouvez le récupérer dès à présent dans la barre du haut de votre écran et il va vous être envoyé également par Thomas, tout comme le sondage pour que vous puissiez nous dire ce que vous avez pensé donc, de ce webinaire. Je vous remercie de le remplir. Je regarde si on a d'autres questions. N'hésitez surtout pas à nous les laisser. On a vos coordonnées mail, donc on reviendra vers vous pour les questions auxquelles nous n'aurons pas pu répondre. On est arrivé à la fin de notre temps. Je vais remercier mes deux camarades, remercier Thomas pour nous avoir assisté efficacement. On l'avait oublié dans les remerciements lors de notre précédente session, donc cette fois je corrige et je le remercie parce que la régie est essentielle dans ce type d'exercice. Donc merci à tous, ne vous inquiétez pas, on va répondre aux questions qui nous sont posées. David, Christophe, je vous laisse le mot de la fin, comme on dit. Eh bien bon, je prends la parole en premier. Merci à vous pour votre intérêt pour les questions de prévention. Merci pour votre participation et n'hésitez pas à nous contacter. Je vous souhaite une bonne journée. Je ne vais pas aller tellement plus loin que Christophe. Merci à tous pour votre intérêt. Merci également pour les actions que vous allez désormais déployer, compléter, amender. On espère que ce webinaire aura été utile. Nous, on a été ravis côté FNP de la CNRACL de pouvoir contribuer à un webinaire avec l'ensemble des acteurs. Et nous remercions aussi très largement Thomas pour la régie et aussi toute la coordination en amont. Excellente journée à toutes et à tous. Merci à toutes et tous. Merci David, merci Christophe, merci Thomas. Et donc, on vous espère très vite, à très bientôt pour des démarches de prévention à mener ensemble. Excellente journée à tous. Au revoir.